Bonjour tout le monde, salut Médoc, Yeah. Bienvenue à tous dans Classe 18+, notre rendez-vous bimensuel consacré à l'actualité du jeu 18+. Donc dans la dernière, vous avez peut-être vu qu'on avait assez peu de critiques, etc. Ça va changer, les critiques vont arriver de plus en plus avec l'arrivée du mois de mars, avec énormément de sorties. Mais en tout cas, pour celle-ci, on a quand même pas mal de contenu, on va voir ça tout de suite avec le sommaire. De bordel du premier plateau, c'est un type qui a poussé une case au-dessus de ta tête. Il y a vraiment des connards, quoi. Quel intérêt? Quel intérêt? Genre, il y a des gens qui traînent à nos lives, on sait pas ce qu'ils foutent, quoi. Bon, on va pas se déconcentrer pour autant, on va attaquer avec le sommaire de ce Classe 18+, et l'avant-première de Killzone 3. On enchaîne avec l'interview de Louis Leterrier, réalisateur et fan de Dead Space 2. D'ailleurs, on aura ensuite un sujet consacré au multijoueur dans Dead Space 2. Ça sera suivi, comme d'hab, de 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et ensuite, la critique de Deadly Premonition. Et on termine ce classé 18+, comme tous les mois, avec Showtime. Mais tout de suite... Les news. La finesse, c'est bien ce qui risque de caractériser le prochain FPS THQ. Scénarisé par John Milius, réalisateur de L'Aube Rouge et de Conan le Barbare, mais également auteur du scénario de Apocalypse Now, Homefront met en scène l'épouvantail Corée du Nord. En 2027, les États-Unis sont occupés par la Grande République de Corée, qui en quelques années a mis en pratique la théorie des dominos pour s'emparer de l'Asie et étendre toujours plus son influence par la force. Les US sont seuls, sans alliés, livrés à eux-mêmes et aux forces d'occupation qui ont ravagé les villes et transformé les stades en de gigantesques centres de détention. Mais la résistance s'organise. Sur ce pitch tout aussi ridicule qu'alarmiste, Chaos Studio et THQ ont créé une campagne solo et des modes multijoueurs qui ne semblent guère révolutionner le genre. Reste le contexte donc et la mise en scène, à n'en pas douter ultra manichéenne, de ce grand méchant loup coréen, qui pourrait développer avec un certain réalisme à échelle humaine la notion de résistance déjà abordée sous la forme d'un TPS par les Freedom Fighters de IO Interactive. Le gameplay de L.A. Noire se dévoile enfin un peu plus avec cette vidéo officielle, mais écoutez plutôt. Avec L.A. Noire, Team Bondi et Rockstar Games ont voulu créer un thriller révélant tous les aspects du métier de détective. Ok, stop la voix, stop. Ça va pas le faire. C'est bien gentil de la part de Rockstar de proposer de longues vidéos commentées comme il l'avait déjà fait pour Red Dead Redemption, mais malheureusement, c'est trop plat. Alors on va commencer par switcher en anglais, histoire de garder les musiques et les bruitages de la vidéo, sans se retrouver avec deux voix françaises, l'une par-dessus l'autre, la mienne et celle du narrateur. Voilà, c'est fait. Le jeu se déroule donc à Los Angeles durant les années noires de la ville. La prohibition fait partie du passé, l'alcool coule à flot et avec lui le sang de victimes innocentes. La police s'est organisée mais se rend compte des individus brutaux, souvent corrompus, et elle répond à la violence par la violence. Aux scènes d'action héritées de la saga GTA, qui permettront de faire parler le shotgun, se succéderont des phases de jeu plus posées. À partir d'un indice, le joueur remontera une piste jusqu'à trouver un suspect. Mais le chemin menant à un suspect ne sera pas de tout repos. Combat au corps à corps, course-poursuite en voiture ou à pied, l'action aura bel et bien sa place dans L.A. Noire. Le joueur incarne donc Cole Phelps, un rescapé de la Seconde Guerre mondiale fraîchement débarqué au LAPD. C'est Aaron Staton de la série Mad Men qui prête sa voix et son visage à ce personnage. Le joueur l'accompagnera au fil de sa carrière, qui débute dans les rues en tant que simple agent de la circulation pour finir par travailler à la crime, aux mœurs et aux incendies criminels. Visiblement, le joueur ne sera pas limité à une série de missions plus ou moins linéaires, mais travaillera sur différentes affaires qui finiront par le rapprocher toujours un peu plus des bas-fonds de LA et sa hiérarchie secrète. Le game system devrait ainsi être assez différent de celui de GTA 4. Le déroulement d'une affaire comprend par exemple différentes phases de jeu, distinctes mais liées les unes aux autres de manière dynamique. Les actions du joueur dans une phase déterminant le contenu de la suivante et ainsi de suite. Il commencera par examiner la scène d'un crime afin de mettre à jour des indices, avant d'interroger les témoins, pour finalement identifier et suivre un suspect avant de le cuisiner au poste. Un système de dialogue dynamique permet alors de réagir à leurs réponses en se basant sur 3 feelings. Il dit la vérité, je ne sais pas, il ment. Chaque nouvel indice est consigné dans un carnet qui donnera accès à de nouvelles questions, comme dans un jeu d'aventure point and click. On pense ainsi au jeu Blade Runner de Westwood Studio ou encore au fameux Gabriel Knight, des jeux d'enquête au dialogue ciselé. Mais ici, la lecture ne se limite pas à un carnet de notes. Les visages des suspects sont des livres ouverts qu'il vous incombe de décrypter grâce à l'utilisation du motion scan et ses 32 caméras haute définition. Chaque mimique du jeu des acteurs est ainsi reproduite in-game et vous amène à tirer vos propres conclusions. L.A. Noire est un jeu plein de promesses, innovant dans le genre action-aventure pour s'éloigner de la série GTA. Reste à savoir quelle sera la profondeur de ce LA Open World, l'efficacité de ce game system que l'on espère aussi dynamique qu'il promet de l'être, et surtout, on prie pour que les séquences d'action soient au niveau de l'ensemble.
La Team Bondi australienne en charge de ce jeu est en effet dirigée par Brendan McNamara, qui avait réalisé le calamiteux quoique ambitieux The Getaway pour la PlayStation 2. A new performance scanning system. Do I have any choice? No. You don't. Motion Scan utilizes 32 high-definition cameras to capture actors' faces, transferring every aspect of their performance into the game, from a telltale blink to a smirk or a flash of anger. Leroy Sabo, you're under arrest. In L.A. Noire, your powers of reason and emotional intelligence can make Jesus, we got him. or break Get out of my sight. each case. Its intense blend of action and real detective work defies genre conventions to create a unique and captivating thriller that immerses the player in the world of 1940s Los Angeles. This is how a good detective operates. You keep digging and asking questions until you get to the truth. À l'aube du troisième âge. Voici les toutes dernières images du Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Si son gameplay, tout comme sa date de sortie, reste encore assez flou, on sait qu'il s'agira d'un jeu de rôle action bénéficiant d'une forte dimension coop. Il sera ainsi possible de former une petite communauté de 3 joueurs maximum, sans doute online. Contexte inédit, inspiré mais non adapté de l'œuvre de Tolkien, contenu mature expliquant sa recommandation PEGI 18+, choix moraux à la Dragon Age ou à la Mass Effect affectant l'aventure du joueur, ce jeu pourrait proposer une relecture du Seigneur des Anneaux tout en noirceur, courant 2011. Rejoindre les forces de Sauron dans leur assaut sur le Rohan et le Gondor. Rôdeur du Nord, maître des traditions de Foncombe, champion d'Erebor. Ensemble, vous devez traverser les lignes ennemies et déjouer ces plans ténébreux. Avant que la terre du milieu ne soit perdue. Men like us, we never get back the things we love. Y a pas à dire, Square Enix sait faire de bons trailers. Ce dernier est consacré à Adam Jensen, le héros bionique de Deus Ex Human Revolution. On vous laisse avec ces images en vous promettant de reparler bientôt du jeu, une fois qu'on l'aura pris en main de manière plus approfondie et que l'on disposera d'images suffisantes pour diffuser une avant-première en bonne et due forme. I can't believe you were asking about David. You've been here long enough to know of neural augmentations that make you think faster, react quicker. They can really improve a life. Everybody's lives. David's talked about it for years. Yeah, he is a talker. All those purists out there accusing us of tampering with the natural order, when all Megan's done is figure out how to unlock the potential that exists within our own DNA. Laboratory subsection environmental malfunction. Welcome back, Jensen. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, Malik. Duty calls. You sure you're ready for this? Only one way to find out. Prévu pour le 25 février prochain et sans doute critiqué dans le prochain classé 18+, Knight's Contract est un jeu développé par les japonais de Game Republic. Un studio dont les jeux n'ont pas toujours fait l'unanimité, comme le Choc des Titans, mais qui a su relever le niveau avec le sympathique Majin and the Forsaken Kingdom. Comme ce dernier, Knight's Contract est basé sur une interaction entre 2 personnages, dont un contrôlé par l'IA. Vous dirigez ainsi Heinrich, un bourreau immortel accompagné d'une sorcière réincarnée, Gretchen. Il faudra donc la protéger, tout en lui donnant directement des ordres afin qu'elle utilise ses pouvoirs magiques, durant les combats contre les boss par exemple.
Elle pourra renforcer les attaques de Heinrich, mais aussi participer de manière plus directe au combat à l'aide de sorts offensifs ou défensifs. Un sort servira même à métamorphoser Heinrich en une créature démoniaque, nettement plus balèze. Sous ses airs de hack and slash basique, Knight's Contract cache donc un gameplay plus tactique nécessitant d'utiliser correctement et au bon moment les capacités de la sorcière. Le système de combat propose ainsi des final blows spectaculaires qui ne pourront être activés qu'avec l'aide de Gretchen. Et à la manière de Bayonetta, il sera possible d'acquérir de nouveaux sorts et pouvoirs. Inspiré par Faust, le contexte choisi est celui de l'Europe médiévale et de l'Allemagne en particulier. Mix improbable entre Dante's Inferno, Castlevania Lords of Shadow, Bayonetta et God of War, la direction artistique du jeu laisse un rien sceptique et on compte donc beaucoup sur son gameplay pour tirer cette production vers le haut. What a pathetic monster. A prosperous career in the Yakuza demands more than bare knuckles and business deals. On s'offre maintenant une petite pause joli cœur avec ce trailer de Yakuza 4, ciblant tout particulièrement les hôtesses. Nice. Mais qu'est-ce que tu fous là, Médoc? Rien, je regarde, c'est tout. Pour info, la démo de Yakuza 4 sera téléchargeable sur le PSN à partir du 16 février pour les abonnés PlayStation Plus et à partir du 23 février pour tout le monde. Celle-ci permettra d'incarner chacun des 4 personnages du jeu durant des phases de combat de ce titre open world séduisant. And you'd be a fool not to hear me out. The golden rule? You work hard, you play hard. Listen to the word on the street, and sure enough, you'll find out where to get the best girls for the best time. Every hard-working man deserves a little R&R, right? Don't underestimate these girls, and learn some restraint and respect. Take her out, flatter her, buy her something. Diamonds, designer clothes. After all, she's a woman. Keep her happy and enjoy it. Enjoy her. Play your cards right. Play pool, baseball, golf, go fishing, whatever. When you're on the wrong side of the law, on the wrong side of the city, it can get real lonely. So see it as your downtime. Relax, kick back. We all need company. Now that said, never ever stop paying attention. Remember that. It could cost you everything. But you want to know the most foolish thing of all you could do? Hands down, that would be to fall for a lady. If you fall, you will fail. Simple as that, gentlemen. Ce qui est bien avec Bulletstorm, mis à part sa campagne de com complètement barrée, c'est qu'on pourra mettre ses adversaires en orbite. Mais aussi sniper comme dans Wanted Choisis ton destin, ce film de merde, avec Angelina Jolie, où des super tueurs pouvaient influer sur la trajectoire des balles. Ceci dit, le top, ça reste quand même de pouvoir faire breakdancer les corps de ses victimes, un truc qui devrait vraiment plaire à Médoc, surtout si c'est la victime. On ne voit rien du tout, pas une goutte de gameplay, mais c'est Battlefield 3, il est 18+, et on l'attend méchamment. On l'attendait et il arrive cette année. Le prochain titre de Platinum Games, le studio à l'origine de Bayonetta, Mad World, Infinite Space et Vanquish, se nomme Anarchy Reigns et sera une nouvelle fois édité par Sega. Présenté comme un hack and slash multijoueur gore et frénétique, il propose de nombreux modes de jeu comme un tag team ou un battle royale où les joueurs pourront s'affronter les uns contre les autres. On ne sait pas encore s'il y en aura plus, mais 4 personnages ont été présentés pour le moment. Big Bull, le tank,
Sacha, la Bayonetta blonde venue du froid, Zero, le ninja, et Jack, le héros charismatique de Mad World, toujours équipé de sa fidèle tronçonneuse. Après une série de jeux uniquement solo, mis à part les minigames multi de Mad World sur Wii ou le Wi-Fi local de Infinite Space, le studio se jette dans la mêlée multi pour, on l'espère, apporter une nouvelle fois la touche de folie mêlée d'originalité qui les caractérise. On conclura ces news 18+, avec l'un des RPG les plus attendus de la rédaction cette année, Dragon Age 2. Une vidéo uniquement consacrée à la présentation des différentes classes de personnages et le style de combat associé. C'est assez classe. Je crois qu'il est parti pour faire chier là. Et tu sais quoi, moi ce qui me manque là tout de suite, ce serait un jetpack. Tu vois, comme dans Killzone 3. Tu vois, je prendrais mon putain de jetpack, je le mettrais comme ça, je m'envolerais et j'irais le fraquer comme un Eldias dans sa case. C'est un petit peu extrême. Non, non, en coop ça peut être sympa aussi. En coop ce serait encore mieux, on ferait ça des deux côtés, on fraguerait deux fois. Petite claque graphique à sa sortie en février 2009, Killzone 2 s'était imposé comme un FPS solide, aux environnements détaillés et au gameplay classique mais incisif. Toujours développé par le studio Guerrilla, fondé en 2000 suite au regroupement de 3 petits studios hollandais et appartenant depuis 2005 à Sony, Killzone 3 est l'un des titres phares de la PS3 en ce début d'année. Lorsque l'on prend en main ce FPS, c'est une nouvelle fois sa réalisation qui marque. Les environnements fourmillent de détails, les animations des personnages sont soignées, leur modélisation réaliste tout en étant fortement typée comics. Guerrilla a en effet su imposer un univers futuriste en l'espace de 3 jeux, Killzone sur PS2, Killzone Libération sur PSP et enfin Killzone 2. Killzone 3 reprend d'ailleurs là où Killzone 2 s'arrêtait et surprend d'emblée par sa toute première séquence de jeu qu'on ne spoilera pas ici. En termes de gameplay, on retrouve toutes les actions propres au FPS avec des combats au corps à corps retravaillés, très gore, ainsi que de nouveaux moyens de se déplacer comme le fameux jetpack. Un peu à l'image de Uncharted 2, Killzone 3 proposera aussi des décors plus variés, ne se limitant plus seulement à un cadre urbain. Ces décors seront également plus destructibles qu'ils ne l'étaient dans le 2, obligeant le joueur à ne pas s'endormir derrière un abri, ce dernier ayant vite fait de voler en éclats. Les développeurs ont tenu compte des critiques faites au jeu précédent en ajoutant la possibilité de jouer la campagne en coop offline. Un plus incontestable qui vient s'ajouter au mode multijoueur permettant à 24 joueurs de s'affronter en ligne. Killzone 3 fait feu de tout bois avec les périphériques PS3 en incluant non seulement une compatibilité 3D impressionnante pour les joueurs équipés d'une télé 3D, mais aussi une gestion du PS Move, la totale. Avec ses 70 minutes de scènes cinématiques, bénéficiant du doublage d'acteurs comme Malcolm McDowell, ce titre a tout de la super production peaufinée comme on les aime. De là à ce que Killzone 3 soit au FPS à ce que God of War 3 est au beat 'em all, il n'y a qu'un frag. Quant à savoir si ce dernier sera un headshot ou non, il faudra encore attendre 15 jours et la critique complète diffusée dans le prochain classé 18+. Sachez en tout cas que notre feeling est bon. Bon, maintenant moi je m'énerve plus et je l'ignore. Je te préviens, il n'est pas là. Pour moi, il n'y a pas de case au-dessus de ta tête. Donc on va attaquer Killzone 3, on vient de voir l'avant-première. Et c'est intéressant parce que comme un peu le dernier Call of Duty, pour le coup ça rentre vraiment dans la case des blockbusters. Donc c'est une grosse production avec des moyens énormes, comme pour un long métrage hollywoodien. Donc avec d'ailleurs des acteurs de renom, comme Malcolm McDowell, qui ont participé pour les doublages des voix. Donc les décors sont magnifiques, c'est très travaillé. Toi, tu vas nous faire une transition pourrie pour une interview de Will Terrier. Non. Bah si, et puis en plus il a fait que des films de merde. C'est vrai, non mais il a pas tort par contre. Je veux dire, le transporteur, Danny the Dog,
le choc des titans avec Mouloud, ça n'avait pas de sens. Et Danny Vidocq, c'est vrai que ça fait un peu mal. Quoi. C'est Jet Li humilié pendant 1h30, c'était un peu un cauchemar. Mais il a quand même fait l'incroyable Hulk. Donc le deuxième avec Edward Norton, qui était bien sympa. Donc on va lui laisser sa chance quand même, et on va le laisser s'exprimer sur Dead Space 2, parce qu'a priori, lui, c'est un vrai fan. C'est à l'occasion d'un événement organisé au Forum des Images à Paris, pour la presse et les fans de Dead Space, que nous avons rencontré Louis Leterrier. Ce réalisateur français, vivant aujourd'hui aux États-Unis, n'a jamais caché sa passion pour les jeux vidéo, et c'est donc assez logiquement qu'on le retrouve aujourd'hui associé à la sortie de Dead Space 2. Pour ce dernier, il a même pu visiter les studios de Visceral Games dans le cadre d'un documentaire où il se mettait en scène entre le journaliste improvisé et le témoin candide mais néanmoins passionné. Car Louis Leterrier est un vrai fan de Dead Space. Ici, je sais pas, en tout cas aux États-Unis, c'était quand même un événement, le premier Dead Space. Tout le monde s'en parlait. T'as déjà vu ça? Ça fait vraiment peur. Il y a un truc. Et c'est vrai que les gens disaient, bon, les jeux survival horror, ça fait moins, ça fait pas très peur. Faut vraiment être une chochotte pour avoir peur d'un jeu vidéo. Mais c'est vrai que le premier opus, dès que je l'ai mis, tout de suite c'est quelque chose de différent. Tout de suite entre le côté graphique, cette icône, ce casque à 3 bandes, ce personnage dont on voit jamais le visage, qui ne parle pas, ça permettait tout de suite de s'identifier. Moi, je me suis complètement projeté là-dedans. Il n'y avait pas d'interactivité, il n'y avait pas de cinématique avec des mauvais acteurs qui parlent entre eux et qui te racontent une histoire dont tu n'en as rien à foutre souvent. Là, c'était, bon, on était lancé dans le jeu et c'était parti et tu voulais en savoir plus. C'était ce qui est rare et ce qui est souvent bien, mais c'est le cas dans celui-là, c'est le cas dans Mass Effect, et c'est pour ça que je pense que ce serait de bonnes adaptations cinématographiques, c'est que c'était vraiment le bout du iceberg, enfin un glaçon sur un iceberg gigantesque. On se disait, je rentre à l'intérieur d'un univers qui est gigantesque, beaucoup plus grand, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin de Dead Space 1, on avait envie de continuer. Dead Space 2, à la fin de Dead Space 2, j'ai pas encore fini, mais je pense que c'est et alors, quoi d'autre? Il y a vraiment cet univers qui s'élargit, c'est ça qui est bien aussi, c'est un film d'horreur, mais c'est surtout un film de science-fiction. Et qui dit science-fiction, dit univers gigantesque recréé, et ça c'est vraiment intéressant. Pour le 2, qui a suscité pas mal de questions avant sa sortie, on pouvait se demander quelle direction allait prendre l'équipe de développement. Quel risque, quel virage ils allaient oser négocier, qui ne se terminerait pas par une collision dans un mur de fans. Là, l'élément commun, c'est la peur. C'est vrai que la peur, c'est... on sait que quand on joue à Dead Space, on va être mort de trouille. C'est carrément, il y a des trucs mais absolument abominables. Là, il y a un puker, un gerbeur, un type à qui on coupe la tête et qui continue à vomir. C'est des trucs abominables. Ensuite, tout est dans le personnage. On veut fouiller un petit peu plus ce personnage. Oui, il parlait pas dans le premier, c'était génial. Il avait toujours son casque dans le premier, c'était génial. Maintenant, quand il enlève son casque, mais qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à raconter? Quels sont ses souvenirs? Qui sont les gens? Il a été arrêté à la fin du premier, mis dans un hôpital psychiatrique, mais qui sont les gens, les autres patients? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Aller plus loin dans cette direction, et puis ensuite, continuer à raconter une histoire, aussi l'histoire du premier encore. C'était vraiment ça, le premier. C'était un glaçon sur cet iceberg. Bon, il ne fait pas de doute que Louis Leterrier aime le jeu vidéo. Rien de surprenant donc, à ce que ce dernier ait influencé son travail en tant que réalisateur. On est né avec quand même une manette dans les mains, donc forcément, même si c'est pas du conscient, mon inconscient, mon subconscient se souvient de cette interactivité, se souvient de ces jeux, se souvient de ces cinématiques gigantesques. C'est vrai que je m'en cache pas, le choc des Titans est un hommage, et non pas au travail de Harryhausen, mais aussi au travail sur God of War, qui est un jeu absolument formidable. La visite des studios de Visceral Games et la découverte des différents corps de métier à l'œuvre sur Dead Space 2 a étonné Louis Leterrier sur un point, qui pour lui distingue clairement le milieu du jeu de celui du cinéma. L'organisation du travail m'a vraiment surprise. C'est le côté non pyramidal qui est d'habitude ce que je suis habitué. Enfin, moi, je suis habitué à ça, c'est-à-dire qu'on commence par un scénario, réalisateur, et ensuite les techniciens, les comédiens et tout le monde. Enfin, c'est quand même moi qui décide de quelque chose, et ça fait un petit peu boule de neige et ça descend le long de la pyramide. Par contre, là, ce qui est un peu différent, c'est une vraie communauté artistique.
avec des spécialisations diverses. Et tout ce beau monde se retrouve et se dit, je pense qu'ils ont des séances de brainstorming où ils se disent, aujourd'hui, on va réfléchir à proposez-moi chacun propose une idée. Et quelqu'un dit si on faisait un jeu dans l'espace, très bien, boum. Ensuite, oui, mais un jeu dans l'espace, on va faire un jeu d'horreur. Ensuite, oui, mais si c'est un jeu d'horreur, faut pas que ça soit un Space Marine parce qu'on l'a déjà vu dans Doom, on a déjà vu des choses comme ça. Qui est-il, d'où vient-il, tout passe par du personnage et ensuite voilà on construit comme ça et c'est de ce côté genre de boule de neige concentrique qui avec une création concentrique qui voilà fait boule de neige et ensuite ça devient une espèce d'avalanche comme ce qu'on voit là m'a vraiment surpris. Je croyais réellement qu'il y avait un réalisateur. Bon alors, du coup, si on lui proposait de réaliser un film et un jeu vidéo au même moment, quel serait son choix? Ça dépend quel film, mais je pense que vraiment je me poserai la question parce que j'ai tellement hâte et envie, enfin hâte, je sais pas si je le ferai, mais j'ai envie de réaliser un jeu. Mais c'est étonnant, c'est pas réaliser, c'est concevoir. Il n'y a pas de mots pour, il n'y a pas d'équivalent pour ce que je fais au cinéma dans le milieu du jeu vidéo. Donc il faut que je change de métier déjà et que je devienne producteur, concepteur artistique et réalisateur global. Mais ouais, peut-être, oui. Le jeu me permettrait de faire, de viser très haut, d'explorer des mondes que le cinéma ne me permet pas pour des raisons d'argent d'explorer. Mais aussi, moi, ce que j'aime, c'est des jeux très simples, c'est des jeux où la jouabilité est vraiment ce qu'il y a de plus addictif, tu vois. Là, je suis Angry Birds, je suis obsédé, je peux pas m'arrêter. Cut the Rope, c'est pareil. Donc tous ces jeux-là, Guitar Hero, enfin les premiers Guitar Hero, j'étais comme un fou parce que il y avait un truc il y avait un rêve. J'ai toujours rêvé de jouer de la guitare, j'étais toujours neuneux, donc je fais de la batterie, donc la guitare je savais pas, mais là pour une fois j'étais genre waouh, je me la donnais à fond, génial. Maintenant, trouver une espèce de le jeu parfait pour moi, ce serait cet univers gigantesque que je ne peux pas, ou différent, ou autre, que je ne peux pas explorer dans le cinéma, de la miniaturisation, des choses comme ça, et un jeu où la jouabilité, le jeu même, le côté addictif du jeu soit absolument formidable. Que ce ne soit pas juste une succession de belles images, de scènes, de petites scènes. C'est vraiment, faut que ça m'obsède. Louis Leterrier, concepteur de jeux vidéo, il n'y a donc qu'un pas, qu'il a d'ailleurs peut-être déjà franchi, suivant en cela les traces de Guillermo del Toro par exemple. En tout cas, le jeu vidéo prouve une nouvelle fois son pouvoir d'attraction auprès des créatifs issus des univers les plus variés. De la musique au cinéma, en passant par la littérature et l'illustration, tout le monde a envie de faire des jeux. Et franchement, bien canalisé et étayé par des game designers de talent, une telle passion pourrait donner lieu à des concepts surprenants et des idées originales, alors pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, copain? Attends, devine. Ah ouais, non, d'accord. Mais en fait, là, il est en train de se foutre de ma gueule. En fait, tu te fous de ma gueule, là. Un petit peu. C'est que t'as pas peur, toi. Tu cherches des histoires ou quoi, là? Pour le coup, c'est une bonne transition, parce que tu vois, on va voir le sujet de Dead Space 2, le multi. Donc c'est pas mal, en fait. Et toi, tu le défends, en plus? Non, non, il se fout de ma gueule devant tout. Et toi, tu le défends? Non, non, c'est pas ça. C'est marrant, quoi. Ouais, je saurais, tu vois, quel style de perso tu joueras en mode multi dans Dead Space 2. Ce serait pas un humain. Allez, le sujet tout de suite. Arrête! Dans la critique de Dead Space 2, lors de la précédente émission classée 18+, nous n'avions évoqué que la partie solo du jeu. Absolument magistrale, l'aventure avait su séduire grâce à ses partis pris audacieux en termes d'ambiance, de rythme, d'horreur et d'action. Alors qu'en est-il du mode multijoueur? Eh bien, pour aller droit au but, abandonnez tout espoir d'avoir peur, le jeu s'orientant clairement vers le côté action de Dead Space. En gros, ça défouraille sec. Concrètement, le mode multijoueur s'articule autour de matchs entre deux équipes de 4 contre 4. Une équipe incarnant les humains, l'autre les nécromorphes. Les rôles s'échangent une fois qu'une des deux équipes remporte la manche. Pour gagner, les humains doivent remplir des objectifs différents en fonction des 5 maps disponibles.
Le complexe solaire, où le but des joueurs est de réactiver le rayon solaire de la station de la Méduse. Les mines de Titan, où les humains doivent récupérer plusieurs éléments pour construire un dispositif explosif afin d'éradiquer les nécromorphes de la zone. Le noyau, où l'objectif consiste à faire exploser un noyau énergétique. La fuite, map dans laquelle l'équipe humaine doit tout faire pour fuir l'Ishimura en rejoignant les cabines de sauvetage. Et enfin, à l'intérieur du labo monolithe, les joueurs doivent détruire les monolithes rouges. Pour accomplir leur mission, les humains ne disposent que de la stase, permettant de ralentir les ennemis et de seulement 2 armes, la mitraillette et le cutter plasma. Ce dernier pourra être remplacé plus tard par d'autres armes débloquables en augmentant de niveau. De leur côté, le but des nécromorphes est beaucoup plus simple, empêcher l'équipe adverse de réaliser leurs objectifs en leur mettant des bâtons dans les roues ou en leur bouffant la tête. Contrairement aux humains, dont les aptitudes sont toutes identiques, il existe 4 types de nécromorphes. Vous pourrez choisir entre la meute, le rôdeur, le vomisseur et le cracheur. La meute est petite, assez vive avec des coups puissants au corps à corps. Le rôdeur peut tirer des projectiles à distance et a la capacité de marcher sur les murs et le plafond. Le vomisseur, comme son nom l'indique, vomit de l'acide à moyenne distance. Et le cracheur peut lui aussi cracher des substances gastriques, mais cette fois-ci à longue distance. Il est aussi redoutable au corps à corps. Les nécromorphes ont tous une capacité en commun, celle de s'agripper à un humain et de l'écharper, le démembrer, bref, de l'exécuter. Les joueurs qui incarnent les créatures sont beaucoup moins résistants que les humains, mais ils ont pour eux l'avantage du nombre. En effet, en plus des joueurs, d'autres nécromorphes contrôlés par l'IA se mêleront à la partie. De plus, le joueur a la possibilité de changer de type de monstre une fois abattu, et ensuite de respawner à peu près où il veut sur la map en sélectionnant une grille d'aération, une trappe, etc. Il est aussi possible de changer de type de nécromorphe en cours de partie en retournant dans un point de respawn. Ce mode multi est donc assez complet, avec un bon équilibrage des équipes et offre des parties courtes mais intenses. On peut cependant regretter le faible nombre de maps, seulement 5 différentes, l'absence des séquences gérant la gravité zéro, l'inutilité de la télékinésie ou encore le vomisseur qui est la catégorie de nécromorphe la moins intéressante. Malgré ses bonnes idées, ce mode manque d'une réelle originalité, à l'opposé du multi d'Assassin's Creed Brotherhood, et ne s'impose pas comme une expérience au niveau de l'aventure solo. Il propose néanmoins une bonne dose de fun bien bourrin, efficace et plutôt maîtrisé. Pas un grand multi certes, mais un bon petit bonus en somme. Bon, Dead Space 2 multi, au final, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Il y a des bonnes idées, ouais. Ouais, parce que bon, c'est vrai qu'on s'attendait, bon, c'est un univers, c'est un survival horror, c'est un jeu orienté solo, où t'as peur, jumpscare, donc toute une ambiance qui se prête mal quelque part au côté plus action d'une option multijoueur. Et donc, finalement, ça marche plutôt bien. Quelque part, ça aurait pu être un DLC. Finalement, ça a été intégré au jeu, c'est gratuit, donc pourquoi se plaindre? Donc voilà, une bonne surprise. Maintenant, on va se calmer un petit peu, on va oublier les gens qui s'invitent sans l'aide dans l'émission et on va se faire une petite pause, 3 minutes zen, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Alors 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, c'est vraiment la rubrique que je déteste. Déjà, ça fait jamais 3 minutes pas plus. Puis après c'est que des jeux pour les fillettes, pour les enfants, avec des chevaux qu'il faut brosser, des poupées, des trucs à pain, j'y crois même pas. Fais ta cuisine. Moi, il me faudrait pas 3 minutes pour le briser dans sa casse, quoi. Il me faudrait 10 secondes. J'arracherais la colonne vertébrale comme ça et je lui écraserais la tête, quoi. C'est... Mais... Détends. Zen. 3 minutes zen. De toute façon, ça fait jamais la durée. Tiens, regarde, je chronomètre. C'est parti. Le principe de ce jeu DSiWare, on le connaît. Non seulement Gold Fever est dispo en téléchargement sur PC, mais en plus ce type de puzzle game a déjà été vu 1000 fois. Le principe est le suivant. Le joueur se trouve face à un cadre à la forme variable, rempli de tuiles. Celles-ci possèdent 2 faces distinctes et peuvent être retournées par le joueur à l'aide du stylet lorsqu'elles touchent 2 autres tuiles identiques. Ce faisant, elles disparaissent, ce qui provoque une chute de nouvelles tuiles en provenance du haut de l'écran. On pense bien sûr à des titres comme la série Jewel Quest ou encore au fameux Zookeeper de la DS, sauf qu'ici on ne décale pas les pièces mais on les tourne. En fait, le titre dont il se rapproche le plus est sans doute Seven Wonders, sorti sur DS par Codemasters en 2008.
Comme dans ce titre, où l'on devait faire tomber des blocs en bas de l'écran pour construire les 7 merveilles du monde, il faudra choisir les tuiles à faire disparaître de manière à récolter des petits tas d'or. Le contexte du jeu est en effet celui de la ruée vers l'or. Chaque tuile sera ainsi posée sur une fine couche d'or que l'on empochera en nettoyant intelligemment le tableau. Et on passe au suivant une fois que tout l'or du tableau a été miné dans le temps imparti, symbolisé par une mèche de dynamite. L'or récolté sera aussitôt transformé en dollars qui pourront au bout d'une certaine somme vous donner accès à différents outils, comme une montre ajoutant 30 secondes de mèche, une pioche pour vous débarrasser d'une tuile sans récolter l'or situé en dessous, et un marteau pour vous débarrasser d'une tuile et récolter l'or situé en dessous. Sur ce principe basique, Tick Games est parvenu à nous sortir un jeu DIY efficace, quoique répétitif, un seul mode de jeu et pas de multi, très laid et surtout incroyablement peu lisible. Les tuiles sont si petites qu'il est parfois difficile d'identifier les symboles qui ornent chacune de leurs faces. Un comble pour un jeu a priori destiné au grand public. La ruée vers l'or des plateformes de téléchargement ne donne pas toujours des pépites, la preuve. Top! Ça fait 2 minutes, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, on va maintenant voir la critique de cette soirée 18+, une critique qu'on a été chercher un petit peu loin. Donc c'est un jeu complètement inattendu, un jeu qui est sorti en catimini et qui malgré ses défauts techniques... Attends, je suis désolé, tu fais quoi là? Tu joues avec ta vie, là tu joues avec ta vie, là c'est ton pronostic vital qui est en jeu, mec. Donc arrête. Cela, je commence à avoir une Deadly Premonition. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. Inconnu du grand public et même d'une bonne partie des joueurs, Deadly Premonition est pourtant un projet au long cours, dont la première apparition publique commence à dater. C'est lors du Tokyo Game Show 2007 que Marvelous Entertainment avait dévoilé sur PlayStation 3 et Xbox 360 un certain Rainy Woods. Loin de faire l'événement, le titre avait surtout marqué les esprits par ses similitudes avec Twin Peaks, la célèbre série de David Lynch. Une ressemblance tellement abusée que les développeurs auraient été contraints de revoir une partie de leur copie pour s'épargner quelques soucis judiciaires. Production à petit budget de la modeste équipe d'Access Games, Rainy Woods faillit ne pas survivre à ces tumultes puisqu'il frôla à plusieurs reprises l'annulation pure et simple. D'ailleurs, il aura fallu attendre plus de 2 ans après sa prime annonce pour avoir de ses nouvelles, et apprendre qu'une sortie américaine était envisagée courant 2010 sous le nom donc de Deadly Premonition. Disponible chez nous depuis quelques mois sur Xbox 360 et y étant allé de son petit ramdam, Deadly Premonition méritait tout naturellement que l'on se penche sur son cas. Zach, let's reassess the situation. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Tout commence à Greenvale, petite bourgade américaine perdue dans l'État de Washington. Cette cité jusqu'alors paisible, banale et sans histoire, vient d'être le théâtre d'un événement terrible. Le meurtre d'Anna Graham, une ravissante jeune femme. Rien d'anormal dans un pays où le port d'armes est légal, nous direz-vous. Sauf que l'auteur du crime n'a pas fait parler la poudre, préférant user d'actes de barbarie, d'une atrocité et d'une cruauté sans borne. La langue arrachée et éventrée jusqu'au torse, la malheureuse a été retrouvée crucifiée en pleine forêt. Face aux circonstances exceptionnelles de sa mort, les autorités américaines font ce qu'elles sont censées faire en pareil cas. Dépêcher un agent spécial du FBI pour épauler le shérif local. Ce gars, c'est Francis York Morgan, mais appelons-le York, tout le monde l'appelle comme ça. FBI Special Agent, Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Un profiler plutôt cynique et atypique à tendance schizophrène. Good, that's good. Du genre à se laisser aller à une séance divinatoire face à sa tasse de café au lait. Did you see that, Zach? Ou à se confier publiquement à Zach, un très bon ami, on ne peut plus imaginaire et que l'on devine être le joueur. You decide, Zach. Un profil psychologique pour le moins déroutant, qui aurait pu s'avérer être un désastre pour le jeu et sa narration, mais qui tire finalement Deadly Premonition vers le haut. Loin du personnage surjoué au cliché qu'il aurait facilement pu être, York est un personnage à la profondeur insoupçonnée. Parfaitement doublé qui plus est, il se pose clairement comme un des héros les plus décalés et intéressants qui nous ait été donné de voir ces dernières années. Mis dans le contexte de Greenvale, notre agent nous rappelle inévitablement le Dale Cooper de Twin Peaks. Car plus que le pitch en lui-même, c'est tout Deadly Premonition qui transpire l'œuvre de Lynch.
À travers ses personnages les plus mineurs, sa ville, et jusque dans la nourriture qu'il propose, on peut y voir une influence ou un hommage à la célèbre série des années 90. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Pour proposer un héros aussi barré, Deadly Premonition ne pouvait provenir que de l'esprit d'un créateur aux idées bien arrêtées. Peu connu, pour ne pas dire inconnu, Soeri, ou Suehiro Hidetaka de son vrai nom, est également à l'origine des grandes lignes qui définissent le game system de Deadly Premonition. Celui-ci s'articule autour de 3 éléments essentiels qui donnent toute sa singularité au jeu. Un déroulement en quasi temps réel, une aire de jeu à l'échelle humaine et enfin, un monde parfaitement autonome dans lequel les NPC vaquent à leur train-train quotidien. Concrètement, on se retrouve dans un thriller mystique qui se rapprocherait d'un Shenmue véhiculé, auquel on aurait greffé un monde parallèle à la Silent Hill peuplé de zombies. Vu comme ça, y a pas à dire, Deadly Premonition a de la gueule. Et pourtant, vous n'aurez pas manqué de constater depuis le début de cette critique que la réalité est tout autre. Car en vérité, Deadly Premonition a sacrément une sale gueule et souffre de carences comme on pensait ne plus en voir à notre époque. Vilain comme c'est pas permis, mais surtout rigide et particulièrement fastidieux à prendre en main, le titre d'Access Games nous renvoie 10 bonnes années en arrière, au risque de décourager très vite les moins persévérants. Car autant être clair, Deadly Premonition exige du joueur un degré d'implication assez rare, en ne l'épargnant de base d'aucun trajet en voiture et en lui imposant régulièrement des rendez-vous à heure fixe. Alors bien sûr, York jouit d'une certaine liberté de mouvement et le manque de ponctualité ne sera pas sanctionné par un game over. Les événements manqués seront simplement reportés au lendemain, tandis qu'il suffira de griller une cigarette pour accélérer l'écoulement du temps. Malgré tout, le jeu impose une certaine rigueur, qui passe aussi par l'essentielle surveillance de son réservoir d'essence et de ses jauges de faim et de sommeil, à l'attention plus anecdotique qu'il faut donner à sa barbe et à la propreté des costumes portés. Naturellement, ce côté real life, comme il a été appelé au Japon, affecte également les relations sociales que l'on voudrait entretenir avec la population qui nous entoure. Savoir qui travaille à quel endroit, à quelle heure un tel rentre du boulot ou prendre connaissance de la météo sont quelques notions qu'il ne faudra pas oublier pour venir à bout de la cinquantaine de quêtes annexes. Précisons d'ailleurs qu'elles constituent l'essentiel des à côté de Deadly Premonition, le jeu d'Access Games n'étant pas un sandbox à part entière malgré son open world. Un jeu de fléchettes par-ci, une partie de pêche par-là, ou l'acquisition d'un nouveau véhicule, voilà grosso modo les activités secondaires qui sont proposées ici. L'autre gros morceau de Deadly Premonition, mais également son plus gros ratage, est incontestablement son monde parallèle où des phases d'action ont été intégrées au chausse-pied. De l'aveu même de Sueri, il s'agit de la partie sur laquelle ses équipes se sont penchées en dernier, après demande express de l'éditeur, qui craignait que le public occidental boude un jeu sans gunfight. La confession était nécessaire pour nous aider à accepter un gameplay si archaïque que Resident Evil 5 fait figure de modèle à côté. Entre l'inutilité du stick droit, la contrainte de dégainer son arme pour la recharger, ou l'efficacité bien supérieure des armes de poing sur les armes à feu, Deadly Premonition se vide un chargeur dans le pied. Quelques QTE bien frustrants, un level design affligeant de faiblesse et des phases de poursuite bien grotesques avec le tueur ternissent un peu plus ce tableau, sur lequel il faudra apprendre à fermer les yeux si l'on veut vivre l'expérience Deadly Premonition jusqu'à son dénouement. Si vous avez le sentiment d'une critique négative depuis quelques minutes, c'est normal. Jeu de l'année passée pour certains, mais vaste blague pour d'autres, Deadly Premonition est en passe de devenir un jeu culte au sens propre du terme. Pas bien flatteur pour les yeux et clairement daté dans sa prise en main, le titre d'Access Games est autant bourré de bonne volonté et d'idées à revendre que d'erreurs en game design. La carte que l'on peut consulter lors des longs déplacements en voiture semble par exemple intégrée en dépit du bon sens. Néanmoins, Sueri et son petit studio d'Osaka prouvent à qui voudra bien subir leur bébé qu'il n'est pas nécessaire de dénigrer son propre média et d'investir des fortunes dans un studio de mocap pour délivrer une narration maîtrisée, sincère et poignante. Criblé de tares qu'on aurait jugé fatales pour n'importe quel autre jeu, Deadly Premonition est en fait porté par une écriture complètement surréaliste et parvient à détourner ses lacunes à son profit pour délivrer une expérience forte et clairement peu accessible. Avec sa ville bien trop grande mais cohérente, ses dialogues fascinants d'absurdité et sa bande-son utilisée à contre-emploi, il prend le contre-pied de tout ce qui se fait dans le jeu vidéo actuel. Que vous ayez adhéré ou non, Deadly Premonition mérite amplement tout le petit tapage fait autour de lui.
Et à 30 €, voire moitié moins en import européen, il serait vraiment dommage de ne pas lui laisser sa chance. Signalons d'ailleurs que si les Japonais ont bien eu droit à une version PlayStation 3, celle-ci est commercialisée au prix très fort de 8190 yens, soit pas loin de 75 €. Et ouais, pour une fois que le vieux continent n'est pas la vache à lait de l'industrie et qu'un tel ovni arrive jusqu'à chez nous, il serait dommage que les plus curieux n'y jettent pas un œil. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. My first victory in the Grandmaster ranking. Eh, mais c'est Showtime là, non? Yeah! Et pour Showtime de ce mois-ci, ça va être encore un epic fail. Il y aura pas de boobs, il y aura pas de jambes, ça se trouve, il y aura même pas un string. Je veux dire, quel intérêt, quoi. Tu crois qu'il rentre là-dedans, je veux dire, physiquement? Ah ouais, mais en petits morceaux. Dans le Showtime de ce mois-ci, j'ai décidé de donner dans le Shoot 'em Up avec Steam Hearts sur PC Engine et Saturn. Dans ce shoot réalisé par TGL, on incarne Blondia Varadi, également appelée Blow, accompagnée de sa sœur Falandia. Le jeu se situe dans un futur lointain, sur une planète contrôlée par les femmes. Nice. Enfin, pas si nice que ça, dans la mesure où les 7 gardiennes protégeant la planète sont malheureusement possédées par un virus qui les rend complètement tyranniques. Du coup, il faut bien trouver quelqu'un d'assez courageux et d'un peu foufou tout de même pour aller affronter toute une armada afin de pouvoir injecter un antidote spécial à nos jeunes capricieuses. Et ça, c'est un job pour Blow. Il faut savoir que pour les besoins de ce Showtime, 2 versions ont été utilisées. Une PC Engine, sortie en 1995, puis une Saturn, sortie elle 3 ans plus tard. L'occasion pour nous de faire un style de comparatif visant à mettre en avant les aspects positifs et négatifs de chacune de ces versions. Sur Saturn, force est de constater que le jeu est bien plus joli. Le gameplay en revanche reste assez quelconque, compte tenu des ténors qui existent sur le même support, mais possède toutefois quelques arguments bien sympathiques, comme un système de dash pour éviter les boulettes, une barre d'énergie, ainsi que hep. Est-ce que ça, on n'en aurait pas rien à foutre par hasard là? Si hein. Bon. Les passages qui nous intéressent ici sont évidemment les phases de traitement du virus. À la fin de chaque boss, le joueur a le droit à des petites scènes de dialogue dotées d'images fixes qui expliquent un peu le processus d'administration de l'antidote. Inutile de préciser qu'au début du rituel, les jeunes sauvageonnes ne sont pas forcément promptes à se laisser soigner. À cause du virus qui les possède, c'est pour ça. Mais dans la mesure où les dialogues tournent essentiellement autour du dame et du yamete kudasai à la japonaise, j'ai décidé de doubler nos protagonistes, histoire de tempérer les propos et de bosser mon japonais. Alors, ouais, t'as vu, j'ai fait du leeching contre toi tout à l'heure. Ouais, ça fait plaisir en vrai. Tu m'as carrément one-lifé. Ouais, c'est parce que je connaissais ton bullet pattern, c'est pour ça. Mais t'as failli casser mon chain. Heureusement, j'ai utilisé ma smart bomb. Mais c'était bien relou. Ouais, je sais, mais en même temps, c'est un peu le principe des Danmaku, t'as vu? Ouais, j'avoue, ouais. Bon, je dois y aller. Merci pour le coup de main, tout ça. A plus, Blo. A plus, Sakura-chan, je sais pas quoi, là. Bon, je pense pas m'en être trop mal sorti. Maintenant, je m'attaque à cette histoire de fillette de 12 ans avec des cornes de bouc. Ah non, bizarre. On se retrouve le mois prochain. Bah finalement il rentrait pas. Oh non. Alors j'ai mis là-dedans. En petits morceaux? Bah non, j'ai plié. Bah non, attends. J'ai remédié à ça. Je vais le découper. Ah bien. Tu le sors? Ouais. Bon, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain classé 18+. Et en attendant, ciao. Vous salissez pas.